Comment lancer une startup quand on n'est pas dans la Silicon Valley? Ça, c'est une bonne question pour des bons franchouillards comme nous, Vincent. Et oui, parce qu'en France, c'est un peu différent, mais on va quand même vous expliquer étape par étape comment on passe d'une vague idée à un véritable projet de start-up. Alors nous, si vous ne nous connaissez pas, on est Panja, un accélérateur de startup. On a accompagné maintenant plus de 70 startups à générer des millions d'euros de chiffre d'affaires, même en partant de zéro. Moi, c'est Théo, je suis directeur de Panja et je suis spécialisé en stratégie de croissance. Et moi, c'est Vincent, j'ai créé ma première boîte à 19 ans, je suis aussi directeur de Panja et je suis growth engineer pour pas mal de startups. Et pour commencer un petit peu tout ça, ce que je te propose d'aborder pour commencer, Vincent, c'est quoi une startup concrètement? Avant de pouvoir en créer une, encore faut-il vraiment comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. En plus, c'est parfaitement flou, je pense. Ouais, Euh, c'est Tu clairement connais des flou. startups françaises déjà, des boîtes qu'on peut qualifier de startups ou américaines? Oui, on en connaît tous. Il y a pas mal de boîtes comme Airbnb, Blablacar en France, Spotify aussi, c'est une start-up. On a d'exemples de boîtes, mais on a aussi des toutes petites boîtes qui sont pas très connues du grand public parce qu'elles sont toutes petites, qui sont aussi considérées comme des start-up. Alors, quand est-ce qu'on devient une start-up? Est-ce que c'est au tout début? Ou pourquoi est-ce qu'on reste une grosse start-up quand on a plein d'employés, des milliards de chiffres d'affaires? C'est quoi en fait une start-up? C'est une très très bonne question, effectivement. Nous, on pense qu'il y a deux choses qui caractérisent une startup. Le premier, c'est le fait d'être innovant, d'une façon ou d'une autre. L'innovation, ça peut être plein de choses. Souvent, c'est lié à la technologie. On a tendance à se dire, ah, je vais créer une boîte de nouvelles technologies, je vais créer un produit numérique, ou je vais faire de la recherche, etc. Et ça ferait une startup. Mais je pense que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire, je veux faire quelque chose de nouveau, et bien sûr, pour faire un truc de nouveau, il va falloir des nouvelles technologies, ou en tout cas faire des choses différemment, un petit peu à la frontière de la connaissance, pour pouvoir créer des choses nouvelles, tout simplement. Tout à fait. Je pense aussi que c'est très lié à l'innovation, le fait d'être une start-up. On dit souvent une start-up innovante. Mm. Euh, Est-ce que ça parce fait que sens finalement de dire voilà, startup innovante? ça fait plus de sens. Les deux mots sont très liés. J'ai l'impression que l'un va pas forcément avec l'autre. Et tu parlais que la tech était un moyen Mm. justement pour innover. Et je pense que c'est vrai puisque la plupart des startups aujourd'hui utilisent soit des nouvelles technologies comme l'IA, en ce moment c'est la trend, c'est l'IA. Mais il y avait juste avant la blockchain et puis juste avant ben, c'était Internet. Donc ça a Le vraiment mobile. voilà le mobile, les apps. On a vu une explosion aussi des apps mobiles et les apps mobiles on les utilise tous aujourd'hui, Uber, etc. Ce sont des startups qui ont innové dans un domaine précis. Uber avec les taxis et on en a plein comme exemple. Alors Ouais. que, à l'encontre, par exemple, on veut lancer un restaurant demain, classique, eh bien, on va pas forcément être considéré comme une start-up. C'est là où je pense qu'il y a une différence. Et tu fais bien de donner l'exemple du restaurant, parce que du coup, ça entre dans le deuxième point que l'on veut aborder. Une startup, c'est pas seulement quelque chose qui fait innovant. Peut-être que vous avez une idée de restaurant, par exemple, nouveau. Est-ce que ça suffirait pour faire une startup? Non, il manquerait un deuxième point, qui est celui de la scalabilité. Alors, la scalabilité, scalable, c'est un mot qui vient de l'anglais, to scale, se mettre à l'échelle. Ça fait partie des terminologies que l'on entend sans arrêt dans l'univers startup. Ça veut dire quoi, la scalabilité de tes mots, Vincent? En gros, et c'est aussi pour ça que c'est très lié à la tech, puisque la scalabilité, c'est quand on a un concept qui est qu'on peut faire croître de façon exponentielle et infinie, plus ou moins. C'est ou grossièrement. Quand on veut scale, par exemple, Uber, on va essayer de prendre notre concept qu'on avait lancé à New York et on va le scale sur tous les États-Unis, puis après on va le lancer sur tout le monde entier. C'est là où on va scale notre produit, notre startup, et ça c'est fait grâce à la tech. Tout à fait. Pourquoi la tech? Parce que le code, il est réplicable. Il est hébergé lorsque vous créez un programme hébergé sur des serveurs et tout le monde peut y accéder grâce à Internet super facilement. Et ça, c'est génial parce que obtenir 1 million d'utilisateurs sur Facebook
c'est plus ou moins possible, ils l'ont fait assez rapidement. Par contre, obtenir 1 million de clients dans votre boulangerie, ça implique de construire beaucoup de boulangeries et d'avoir beaucoup de boulangers. Et ça, c'est le sujet de la scalabilité. La scalabilité, elle est vraiment disponible grâce à deux choses. D'un côté, le code, lorsque vous faites un programme et que les gens peuvent utiliser ce programme comme Blablacar, c'est un programme dans une application qui permet de mettre en relation les personnes et de se déplacer, eh ben, il n'y a plus besoin d'humains pour le faire, puisque les gens le font par eux-mêmes. Ça, c'est le premier point de la scalabilité. Le deuxième point, c'est le média. Le média, c'est la capacité à transmettre. Là, vous regardez une vidéo sur Internet, je vous dis quelque chose une fois, peu importe le nombre de personnes qui regarderont cette vidéo, ça nous aura pris le même temps avec Vincent. On n'est pas avec chacun d'entre vous, un par un au téléphone, en train de vous dire ah c'est ça la scalabilité, c'est ça l'innovation. Et du coup, le média, c'est également une façon de scaler. Lorsque vous faites une vidéo sur TikTok ou sur YouTube, qu'elle perce, qu'elle fait 10 000, 100 000, 1 million de vues, c'est génial. Ça vous a pas coûté plus cher ni pris plus de temps si ça fait plein de vues. Et c'est ça la scalabilité aussi. Euh, C'est super important de comprendre ça. Ça ne veut pas dire pour autant que du coup une boulangerie ne peut pas scale. C'est un peu plus compliqué car il y a l'humain qui est impliqué dedans. Donc il va falloir recruter, et il y a du management. Donc comparé à la tech, c'est complètement différent. Mais c'est ça en fait le principe de scale. Et donc tu disais que c'était les deux points ultra importants qui définissaient la startup, l'innovation et le scale. Ouais, tout à fait. Innovation, scalabilité, quand on a ça, on a globalement une startup, en tout cas une startup en devenir. Donc ce sont pas forcément des petites entreprises, ce sont pas des grandes entreprises en plus petit, c'est pas des TPE, PME. Elles ont pour objectif de trouver comment exploiter l'innovation et la scalabilité pour devenir très grand en très peu de temps, ce que sont incapables de faire la plupart des entreprises. On a quelques exemples de startups françaises que vous connaissez. En réalité, il y en a énormément. Il y en a qui datent de l'ère précédente d'Internet, comme Mythic ou Vente Privée, Vipi. Mais aujourd'hui, il en existe plein de nouvelles des années 2010, notamment Blablacar, Lydia, des boîtes qui sont un peu plus spécialisées comme Ledger. Biril, qui est très récent aussi. Exactement. Donc voilà, Cocorico, on a des startups en France. L'innovation technologique, elle existe depuis des années. On vous fera peut-être une petite vidéo, ce sera le sujet d'une autre vidéo, je pense, Vincent, qu'on adorera faire. Mais ce que je vous propose maintenant, c'est que l'on explique un petit peu pourquoi lancer une startup. Parce que lancer une startup, c'est toute une aventure. On va pouvoir un petit peu vous en parler, en discuter. La première chose, c'est ce serait marrant, Vincent, plutôt que de parler de pourquoi on devrait lancer une startup, si on mettait de côté pourquoi on ne devrait pas lancer une startup. Par exemple, moi je rencontre souvent des personnes qui veulent, c'est toujours les mêmes, c'est des hommes d'une vingtaine d'années qui sont en sortie d'études ou vers la fin des études et qui viennent nous voir, ils me disent voilà, moi je veux devenir entrepreneur, je veux être libre, je veux pas travailler comme je veux, etc. On va pouvoir arrêter un truc tout de suite. Je peux dire qu'entrepreneur, ce n'est pas être libre, c'est avoir à peu près 10 employeurs ou 15 employeurs en même temps. C'est tes investisseurs qui te lâchent pas, c'est tes clients qui, lorsqu'ils sont mécontents, vont te demander leur argent, c'est tes salariés qui, si t'es pas à la hauteur, vont pas t'aimer. Voilà, c'est énormément de soucis. Si tu veux lancer une startup pour pas avoir de patron, mauvaise direction, tu vas en avoir plein. C'est aussi beaucoup vendu comme deviens riche rapidement, get rich quickly, un schéma un peu de ce style d'entrepreneuriat, alors que l'entrepreneuriat, ça peut prendre. Le succès de l'entrepreneuriat, ça peut prendre 1 mois comme 10 ans. Il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, il y a plein de choses qu'on maîtrise, mais c'est clairement pas la raison pour laquelle vous devez rentrer dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas faire de l'argent rapidement, et ce n'est pas pour être libre tout de suite. C'est impossible. Possible, particulièrement sur les startups. Si demain vous mettez à créer du contenu à votre rythme et derrière vous faites, j'en sais rien, du placement de produits ou de la vente de formation, oui, c'est un business à cash, vous allez avoir très peu de dépenses, vous allez, si vous avez du succès, générer beaucoup de marge et c'est génial, c'est très bien. Lorsque vous faites une startup, quelque chose à comprendre qui est très contre-intuitif, mais une startup n'est pas une entreprise qui sort du cash parce qu'une startup, c'est une société qui ne fait pas de bénéfices. Même aujourd'hui, Amazon ou Uber, très récemment Uber a sorti ses premiers bénéfices. Twitter avait ressorti ses premiers bénéfices en 2018. Donc voilà, ce sont des sociétés qui sortent du cash des
10, 15 ans après avoir été fondées. Avant ça, elles ne font aucun bénéfice. Ça, il faut bien le garder en tête aussi. Pourquoi? Bah, Vincent, peut-être tu pourras en parler un petit peu. Mais cet argent, en fait, pourquoi il sort pas de la société? Parce qu'il y a des besoins à l'intérieur. Une startup est très gourmande en argent et on Et réinvestit. ça rejoint ce qu'on a dit au point précédent, la scalabilité. Ça demande aussi de l'investissement pour scale, pour répliquer, engager des gens. Même si l'infrastructure, c'est pas ce qui coûte forcément le plus cher, ça dépend évidemment du projet. Si on est Twitch, ça coûte extrêmement cher d'héberger plus de vidéos, donc ou YouTube. Euh, mais l'argent que va générer la startup, Hmm. elle va la brûler instantanément pour scale, pour investir, améliorer le produit et continuer de croître. Et aussi va souvent, c'est dans le cas de Uber et d'autres startups, va lever des fonds qu'elle va brûler euh, au lieu d'avoir des bénéfices régulièrement. Tout à C'est pour fait. ça que Uber met des années et des années avant d'être rentable. Ils ont dit qu'ils seraient rentables quand il y aurait des voitures autonomes et ce genre de choses. Et ça existe depuis super longtemps. Donc c'est vraiment pas. Alors ça veut pas dire que vous n'allez pas avoir un salaire, vous n'allez pas gagner de l'argent, gagner votre vie et des trucs comme ça. Mais ça veut juste dire que c'est pas grâce à la startup que vous allez générer une montagne de cash rapidement. C'est pas un business à cash flow, c'est pas un business où on achète, on revend, où on ouvre un commerce et puis c'est rentable et puis on a notre marge. Ça ne fonctionne absolument pas comme ça. C'est un business pas à Passion, cash et c'est un business aussi risqué. Il faut bien prendre en compte ça. Alors prendre en compte ce qu'on appelle par risque, ça veut dire que c'est pas dangereux. À moins que vous fassiez absolument n'importe quoi, ce n'est pas dangereux d'entreprendre. Par contre, il y a peu de chances de réussite. Et ça, il faut le dire, il faut vraiment pas mentir là-dessus. Lorsqu'on lance une startup, il y a très peu de chances de réussir. Prenez-le un petit peu comme un ticket de loto. ouais. Je crois que Vincent ne sera pas forcément 100% d'accord avec cette comparaison, mais je trouve qu'elle est pertinente pour bien comprendre dans quoi est-ce qu'on s'engage. Quels que soient les efforts que vous allez mettre à l'intérieur, il y a peu de chances que vous réussissiez. Par contre, le retour sur investissement, si ça marche, il est énorme parce que vous allez littéralement transformer rien, une idée, quelque chose que vous aviez en tête, comme ça, vous allez le transformer en quelque chose qui vaut 500 millions, 1 milliard, 5 milliards, 10 milliards. Et ça, c'est hors du commun. Il n'y a rien, absolument rien, et pas même les tickets de loto, qui apportent autant, qui sont autant créateurs de valeur pour une économie et pour une personne, pour un entrepreneur, que de créer une boîte. Donc, peu de chances de réussite. Par contre, les récompenses sont exacerbées. Donc clairement, ça c'est vrai qu'il y a une très grosse part de risque. La majorité des startups meurent au bout de 3 ans, très grande majorité, 90%. Par contre, le loto, on a beaucoup moins de chances de gagner au loto. Ça, Oui, c'est sûr à 100%. Le risque ratio du loto est potentiellement moins bon. c'est pas une bonne idée d'investir dans plein de tickets de loto. C'est une bien meilleure idée d'investir dans sa startup. On a plus de chances de réussir, même si c'est une petite chance. Faut mettre toutes les chances de son côté, parce qu'on verra peut-être plus tard dans cette vidéo et dans d'autres vidéos comment on peut faire pour mettre toutes les chances de son côté et avoir un maximum de chances de réussir sa startup. Mm. Parce qu'il y a des trucs, il y a plein d'erreurs que des gens ont faites et qu'on a déjà vues, donc il y a plein de choses qu'on peut éviter. Mais effectivement, c'est pas non plus une bonne idée de se dire je lance ma startup parce que c'est facile de réussir j'ai vu plein de gens le faire et du coup voilà on voit Mark Zuckerberg, on voit Elon Musk, on voit tous ceux qui réussissent mais derrière vous voyez pas l'immensité de personnes qui ont pas pu faire réussir leur startup. On parle pas de personnes qui ont lancé un truc 6 mois et que ça n'a pas marché, qui ont abandonné. On parle d'une masse conséquence de personnes qui travaillent pendant des années et finalement n'en tirent rien, relativement rien. Du coup, si vous voulez lancer une startup pour être libre, passez à autre chose. Mettez-vous à l'immobilier ou ce genre de choses, ou de l'investissement, c'est plus tranquille. Vous voulez faire du cash?
non plus. Si vous voulez rapidement faire un business à cash flow pour pouvoir réinvestir de l'argent ailleurs, non. Une startup va avaler tout l'argent qu'elle génère pour croître, c'est son but. Vous voulez avoir une grande chance de réussir, lancer quelque chose de sûr, non plus. Ne lancez pas de startup, c'est Mais pas du tout la bonne approche. Et alors, pourquoi? alors, ouais. Qui devrait lancer une startup? Qui est-ce qui reste? Eh ben, effectivement, il reste les personnes qui veulent créer une entreprise avec leurs propres règles, déjà. Parce que créer une startup, c'est complètement inventé. Une façon d'avancer, c'est clair. Et il y a un truc un peu rebelle, hein. Je dois avouer qu'on n'a jamais rencontré d'entrepreneurs, ou en tout cas, on les voit pas longtemps, les start-upers qui ont pas d'ambition, qui ont pas un truc. Au fond d'eux, ils se disent, ah là, ça pourrait vraiment être mieux si je le faisais à ma façon. Il y a ce côté presque politique, parce que mission, dans le fait d'entreprendre et de créer une start-up, on a une vision du monde et on a envie petit à petit de participer à la rendre dans ce sens-là. Donc il y a ce côté quand même un petit peu rebelle. Pas seulement, il suffit pas d'être rebelle, sinon on peut être artiste ou activiste ou politicien, c'est génial aussi. Mais le start-upper, s'il est uniquement rebelle, ça va pas fonctionner. Il lui faut également du capital, il lui faut des compétences. Donc si vous êtes un petit peu dans cette catégorie-là, effectivement, là, c'est intéressant pour entreprendre. Mais alors qui concrètement, quels sont les types de personnes qui peuvent lancer une start-up, d'après toi, Vincent? Moi, je remarque assez régulièrement dans les profils d'entrepreneurs ou start-upers des gens qui ne rentrent pas dans des cases, des gens, souvent, on va entendre dire, voilà, ils drop off, donc ils quittent l'école, ou alors, Ouais, on entend très régulièrement chez des entrepreneurs ou des start-upers comme quoi ils ont arrêté en cours d'études, l'école c'était pas pour eux, on a du mal à se mettre dans des règles précises. Comme on l'a dit, c'est bien, ça a créé son entreprise pour créer ses règles, parce qu'on a du mal à entrer dans la case. Quand on a un patron, quand on est en train de bosser pour quelqu'un, on se sent pas forcément à l'aise, ou on se sent peut-être restreint, on fait pas tout ce qu'on veut. Et l'autre chose que tu as citée qui est ultra importante, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui ont quitté leur job pour se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'il manquait de sens dans leur boulot. Ils voulaient trouver un sens, ils voulaient rendre leur travail meaningful, avec du sens. Ouais, du sens, ouais, tout à fait. Oui, bah parce que aujourd'hui, on est dans une société effectivement avec des métiers qui évoluent super vite. On apprend des compétences, on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire avec ça? Et c'est effectivement une reprise en main. Il faut savoir que dans les backgrounds des entrepreneurs, il y a rarement des personnes qui naissent entrepreneurs en France parce que c'est pas quelque chose qui est particulièrement à la mode, même s'il y a des tendances, les choses évoluent. Mais il faut savoir que n'importe qui peut être entrepreneur. Certainement pas tout le monde, mais quand on regarde les backgrounds de fondateurs, par exemple, très grosse boîte, une licorne française. Licorne, c'est une startup qui a dépassé 1 milliard d'euros de valorisation. La licorne Aircall, son fondateur avait un passé difficile, est passé de foyer en foyer, et malgré tout, c'est quelqu'un qui a su trouver la force et eu l'intelligence de construire l'une des plus grosses startups françaises. Et ça, c'est véritable. On a un peu de tout en termes de créateurs de startups, de tout horizon, qui vient de tout background social. Effectivement, c'est, j'allais dire, une forme d'ascenseur social. Je dis pas qu'il est particulièrement fonctionnel à grande échelle et que c'est la meilleure façon de s'élever, mais on a clairement une espèce de fulgurance de la part d'une immense diversité de profils qui peuvent être à l'origine de startups complètement incroyables, qui peuvent venir de n'importe où en France, et ça, c'est complètement fou. Si vous hésitez, vous vous demandez est-ce que moi je pourrais lancer une startup, je pense qu'il y a quelques points clés à se poser et à voir. Le premier, c'est si vous avez résolu ou une idée de comment résoudre un problème que vous rencontrez. Par exemple, ça c'est une bonne question à se poser. Est-ce que moi je rencontre un problème ou d'autres personnes rencontrent un problème au day-to-day concrètement, et est-ce qu'on pourrait potentiellement faire quelque chose pour le changer? La question, ouais, c'est ça. Bah, quasiment systématiquement, les startups, vous regardez à l'origine, Amazon par exemple, ça ne ressemblait pas du tout à Amazon aujourd'hui, on a vu la photo tout à l'heure. C'est simplement un monsieur qui se dit ah, c'est chouette Internet, je pense qu'on pourrait envoyer des livres. Pendant des années, Amazon a vendu uniquement des livres, il faut vraiment pas oublier ce point.
Et du coup, il faut les compétences également pour faire ce produit. Se dire, ok, ce serait sympa de pouvoir expédier des livres, d'avoir des recommandations sur Internet. Est-ce que je suis en capacité de faire ça? Quelqu'un qui veut lancer une startup doit être en capacité de démarrer et de faire son produit. On aura l'occasion de faire toute une vidéo à ce sujet, mais globalement, pour résumer, si vous avez une idée et que vous voulez que quelqu'un d'autre la fasse pour vous, ça marche pas. On n'a pas vu de personne réussir ça avec Vincent. En fait, le truc, c'est qu'il faut apporter sa vision, puisque c'est nous qui avons l'idée, où est-ce qu'on veut amener le projet. Et donc, si on n'a pas les compétences et les capacités de nous-mêmes apporter cette patte au produit, ça va être compliqué pour la suite. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'associer, etc. Mais avoir des compétences, c'est une des raisons, une des façons pour savoir si on est une personne qui pouvons créer une startup, c'est si on a les compétences de faire le produit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, là je reviens un peu dans l'historique, mais dans les années 2000, etc. Facebook, ce sont des codeurs, ce sont des gens qui ont produit, qui ont fait le produit eux-mêmes. Aujourd'hui, il n'a plus du tout le même job qu'avant, mais à l'époque, il avait les compétences. On verra plus tard dans d'autres vidéos qu'aujourd'hui on a de la chance, c'est beaucoup plus facile qu'avant de créer des produits. Avec l'IA, avec le no-code, avec YouTube, etc. Tout à fait. C'est pas la seule et unique façon de savoir si on peut lancer une startup. Il y a aussi d'autres trucs importants quand même. Tout à fait. L'un des premiers points aussi important dans la hiérarchie, on aurait peut-être même dû commencer par lui, c'est pas mal d'avoir des sous de côté ou d'avoir à trouver du chômage, travailler ou avoir des personnes qui peuvent vous aider, vous soutenir, parce qu'effectivement ça ne paye pas immédiatement, voire jamais. C'est génial la startup lorsqu'on est étudiant et qu'on peut vivre avec peanuts et vivre à 7 en coloc et être content, et parce qu'on s'en fiche de dépenser de l'argent, on veut seulement entreprendre par exemple, pourquoi pas, mais tout le monde ne peut pas décider de faire ce choix de style de vie. La vie elle est chère, et du coup typiquement si on est en couple ou si on avait déjà un salaire, si on avait un habitude, un train de vie, si on a une voiture à rembourser, un prêt à payer, ça peut être problématique. Donc pensez à l'aspect argent et assurez-vous de pouvoir financer une vie pendant 6 mois, pendant 1 an, potentiellement 2 ans, pour vraiment bosser à fond sur votre projet de startup sans forcément avoir un salaire. Oui, il y a plusieurs solutions. Tu l'as dit, le chômage par exemple. Mais c'est clair que quand tu as envie de lancer ta startup, faut pas aimer le confort. Faut vraiment pas aimer le confort. Faut pas aimer être dans la routine. Faut pas aimer ce genre de choses parce que c'est l'opposé. Je me rappelle que quand on a lancé Panja, on a mis de l'argent de côté tous les deux. Et avant, pour mettre de l'argent de côté, on a lancé moi, par exemple, j'étais freelance, donc j'ai fait un peu de job pour mettre de l'argent de côté et je gagnais assez bien ma vie, mais je touchais pas à cet argent. Je savais ce que j'allais vouloir faire plus tard, il fallait de l'argent de côté. Et je savais que j'allais pas toucher le chômage parce que j'avais pas travaillé, j'étais à 19 ans, j'avais pas fait de CDI, etc. Donc je savais que j'avais pas le chômage et que je comptais seulement sur des savings. Donc il fallait que je mette de l'argent de côté. Toi, tu avais fait pareil et on a pu lancer uniquement quand on avait cet argent sécure qui nous permettait de vivre pendant une durée assez longue où on se disait que après ça, on aura probablement, et c'est souvent faux, un salaire. On sait jamais quand est-ce que ça va arriver. Effectivement, donc il y a tout à fait ça à prendre en compte. Mais voilà un petit peu sur qui devrait lancer une startup. Maintenant, la grande question, je pense, qu'on peut se poser, c'est ok, je suis sûr, la startup ça me plaît, c'est du risque, mais c'est beaucoup de résultats et surtout, ça va me permettre de développer autour de ma passion. J'ai un problème en tête, je suis persuadé qu'il est important. Vincent, comment est-ce qu'on va pouvoir lancer sa startup ? Eh bien, si vous êtes sûr d'avoir tout ce qu'il faut, de pas aimer le confort, de vouloir vous lancer là-dedans, comme tu l'as dit, d'être ambitieux, de vouloir un sens dans votre travail, eh bien, il faut quand même une idée. Ça part d'une idée, mais c'est souvent la base, mais on va voir que c'est pas forcément ce qui suffit. En fait, il faut une bonne idée. Et tu sais sûrement ce que c'est une bonne idée. Ouais,
tout à fait. Alors, parce que avoir une idée, ça, tout le monde en a sans arrêt. Et souvent, lorsque quelqu'un souhaite entreprendre, Tu disais, moi je je disais laisse que une- je laisse un point exprès pour mettre la. Il faudrait que tu mettes la présentation. ah oui, eh ben je l'avais. Ah oui, il faut une idée, mais une bonne idée. La bonne idée. Et une Voilà, bonne la idée, présentation qui elle est- apparaît. Euh, du coup, c'est quoi qui distingue une idée d'une bonne idée? Généralement, c'est deux choses. C'est que les idées, elles ont tendance à venir un petit peu de l'intérieur de soi-même, et les bonnes idées, généralement, elles viennent plutôt de l'extérieur, de ce que vous rencontrez, de ce que vous voyez. Et généralement, c'est ça qui vient nourrir une idée. Ça va être un problème que vous rencontrez, et on espère d'autres personnes aussi, parce que si vous êtes la seule personne que ça arrange, vous n'allez pas faire beaucoup de clients. Donc c'est très important de rencontrer un problème qui est partagé. Par exemple, je suis le fondateur de Uber et je vais discuter avec des personnes qui me ressemblent et tout le monde va me dire ouais, les taxis, c'est compliqué, le soir pour rentrer de soirée, il n'y a plus personne, c'est trop cher, on ne sait pas combien on va payer, ils prennent pas ma carte de crédit. Voilà, donc tout ça, ce sont des problématiques que l'on rencontre. Mais ça suffit pas, c'est bien petit à petit d'avoir une idée, mais il va falloir également avoir une solution à proposer. Et ça, Vincent, il en parlait juste avant, il faut que les solutions que vous puissiez proposer soient en lien avec les compétences que vous avez. Si vous n'avez Exact. absolument une compétence, bah, il va falloir vite apprendre et se mettre au travail. Mais si vous avez déjà des compétences spécifiques dans un domaine, vous allez pouvoir faire un levier sur ces compétences-là et développer votre solution. Extrêmement importante. Nous, j'en aime bien dire qu'il y a du coup deux choses à faire en parallèle. Ouais, Euh, c'est très important de faire deux choses ouais, quand on présente euh, sa startup, quand on veut développer son idée en concret. C'est autant l'un que l'autre, hein, c'est très important, c'est trouver ses premiers utilisateurs. Ça, c'est un peu compliqué au début, on se demande comment on va faire. C'est surtout des gens un peu fous parce que au début, nos produits sont pas forcément très utilisables et très intéressants, mais il faut qu'on puisse présenter au plus vite cette idée au marché, donc à des utilisateurs, et développer le produit qui demande ensuite. Ça va faire une boucle de rétroaction, ça on va en parler un peu mieux, mais en fait, votre produit, c'est pas vous tout seul qui allez le concevoir avec ce qui sort de votre tête, parce que c'est assez compliqué de hmm. savoir de façon innée ce que les gens ont envie de voir et d'utiliser. Vous allez peut-être avoir On votre se petite trompe. idée, mais c'est pas forcément vrai. Et on se trompe très souvent. Vous allez vous tromper. En fait, il n'y a pas de, vous allez sûrement vous tromper, c'est vous allez vous tromper, c'est sûr à 100%. Il n'y a aucune personne que je connaisse qui entreprend qui a pas échoué, qui a pas fait un pivot. Et en France, on va en reparler dans d'autres vidéos, mais on va déjà l'annoncer ici. En France, on a un gros problème avec l'échec, mais on va essayer d'arranger tout ça. On va faire de notre mieux pour vous aider à vous extirper d'une mentalité qui pourrait vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire. Et du coup, on va résumer, comme on va voir sur la slide suivante, deux choses qui caractérisent une bonne idée. Pour résumer, des problèmes rencontrés, une idée de solution et des compétences pour faire cette solution. Et vous allez donc faire deux choses en parallèle, travailler sur deux choses. C'est un, trouver des utilisateurs. Deux, développer le produit qu'ils demandent. Et on va mettre un point d'honneur sur ce sujet-là. On a forcément de façon systématique des entrepreneurs start-upers. Généralement, c'est toujours les mêmes, c'est des primo-start-upers, des personnes qui se lancent pour la première fois, qui vont seulement et uniquement se concentrer sur le produit, qui vont mettre Ouais. tout leur argent dans le produit, qui vont aller chercher des subventions pour développer le produit. Un produit pour qui? C'est ça la question, parce que C'est la ce grande erreur. serait C'est la pire erreur qu'on voit encore aujourd'hui et qu'on voit souvent, c'est de mettre toutes ses billes. Je sais pas, on avait justement mis de l'argent de côté parce qu'on avait cette idée en tête qui nous trottait et qu'on veut enfin se lancer. Et ben j'ai mis 30 000 euros de côté et je mets tout dans le développement de mon produit parce que c'est ça, c'est ce qu'il faut et c'est ce que les gens veulent parce que c'est ce que je veux. On le sort, personne ne le veut, tout le monde s'en fout. Et il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. C'est pas comme ça que les gens ont besoin de cette solution.
Et c'est dommage. On aurait pu utiliser 5 000 € des 30 000 qu'on avait pour faire une petite version, avoir des retours et co-construire. En fait, c'est très important que vous vous détachiez de votre idée parce qu'elle va évoluer avec le temps, avec les retours des utilisateurs. Constamment, vous allez avoir des retours et c'est ce qu'il faut chercher. C'est pour ça qu'on vous dit de faire deux choses en parallèle, trouver les utilisateurs et développer le produit, parce que c'est comme ça qu'on fait un bon produit. C'est comme ça qu'on trouve son marché et c'est comme ça qu'on fait une bonne startup. Tout à fait. Et là, on peut parler d'un concept qui est le passage obligatoire de toute personne qui lance une startup, qui est celui de l'humilité. Sans aller dans des jugements moraux, de considérer si telle personne est fière ou telle personne est humble. C'est pas ça le sujet. Là, c'est vraiment pratico-pratique. C'est la vision que l'on a de soi par rapport à ses idées. Si on a une forme d'humilité par rapport à ses idées et qu'on se dit mon idée, elle vaut ce qu'elle vaut et j'attends d'avoir des retours de mes utilisateurs, de mon marché pour la faire évoluer et je sais très bien qu'avec le temps, petit à petit, mon idée va être déformée jusqu'à ne plus tout à fait ressembler à l'idée que j'avais à l'origine. C'est un parcours normal. Le plus important pour le start-upper, c'est d'être amoureux du problème qu'il veut résoudre et pas de son idée. Faites la comparaison maintenant avec un profil d'entrepreneur, de start-upper qui est persuadé. J'ai la bonne idée. Alors on en connaît sans arrêt, Vincent, je pense qu'on en voit quelques-uns chaque mois aux alentours d'échanges. Alors si on sait ce qu'on fait, on est sûr de son idée, le problème c'est on va pas être dans un état d'esprit où on va être en capacité de faire évoluer son idée en fonction du feedback. Et le feedback du marché, des utilisateurs, il est nécessaire. Donc développer un produit qui est demandé par vos utilisateurs et essayer de développer autant votre produit, votre métier, que de développer votre marketing, votre business. Essayez d'avoir toujours de plus en plus d'utilisateurs qui viennent et utiliser le feedback, la data, les échanges avec ces utilisateurs pour améliorer les fonctionnalités, supprimer des éléments, redesigner, faire évoluer votre concept. Et ainsi, petit à petit, et en toute humilité, vous allez pouvoir vous éloigner de votre idée, la faire évoluer et aboutir à l'idée dont les gens ont besoin. Et c'est ça que vous devez trouver. Donc l'idée de base, elle n'est pas tellement importante finalement. L'idée de base est souvent, ne le prenez pas mal, mais elle est souvent mauvaise. La plupart du temps, l'idée de base, même si nous, et c'est là où l'humilité rentre en jeu, c'est que nous, on pense que c'est la meilleure idée du monde, que ça va changer le monde, etc. Mais cette idée est globalement, dans tous les cas, presque mauvaise. Et même si elle paraissait bonne. Mais même si elle paraissait bonne, et il faut savoir que si on a une idée, il y a déjà 70 personnes dans le monde qui ont la même au même moment et qui sont prêts à faire pareil. Ce qui va faire la différence entre cette bonne idée qu'on a eue et la startup, c'est l'exécution. Et l'exécution passe par le développement du produit et pas uniquement la confrontation de l'offre et la confirmation avec le marché. Et ça, c'est primordial. Tout à fait. Et voilà, on a fait un petit peu le tour des erreurs souvent qu'il y a. Mais pour résumer, bonne idée, une fois que vous l'avez, vous attachez pas trop dessus, simplement essayez de la mettre à plat, d'aller trouver des utilisateurs, développer le produit que les personnes demandent, et allez-y petit à petit, vous aurez du feedback. Quand est-ce que c'est le bon moment, du coup? C'est une bonne question. De temps en temps, c'est quelque chose qui vient. On remarque, et parfois d'ailleurs, ce sont les femmes qui ont envie de lancer un truc et qui remettent le projet à dans 3 ans. Quand on demande pourquoi, on ne sait pas exactement toujours. Chez les jeunes aussi, on a un besoin de formation, d'apprendre, de se former. On sait que c'est très rassurant. Ils cherchent de la confirmation également. Globalement, si vous respectez, et après toutes les horreurs que l'on a dites sur lancer sa startup, si ça vous botte toujours, simplement c'est bon. Si vous êtes toujours là, vous faites partie des gens qui, ça vaut le coup de se lancer. Pour se lancer, il n'y a pas besoin d'être à plein temps. Vous pouvez le faire 1 heure le soir après les cours, vous pouvez le faire entre deux gestions des enfants déposés à la crèche ou quoi. Voilà. Il n'y a pas de bon moment pour lancer, il faut juste allouer un petit peu de temps à côté de son travail, à côté de ses hobbies, à côté de ce qu'on veut,
démarrer, faire un truc, aller confronter son idée au marché, commencer à en discuter, créer pourquoi pas un petit site web, créer du contenu sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas besoin d'investisseurs. Et c'est une notion qu'on adore avec Vincent, que tu connais très bien, dont on parle souvent aux startups, c'est travailler sans permission. Euh, c'est quoi le permissionless, le sans permission? C'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de demander à des investisseurs, vous n'avez pas besoin d'une étude de Ça, c'est marché, génial. vous n'avez pas besoin de passer un concours, vous n'avez pas besoin d'un diplôme à obtenir, vous n'avez pas besoin de rejoindre un incubateur, vous avez seulement à vous concentrer sur les deux choses dont on a parlé, trouver des utilisateurs, développer le produit qu'ils demandent. Et ça, c'est la petite part de liberté quand même, qu'on va Tout à fait. pas, on va pas dire que du mal des startups et du fait de se lancer. On a cette liberté en tant que start-upper, on n'a pas de patron qui vont nous dire quoi faire, on n'a pas les investisseurs, au début en tout cas, qui vont nous imposer des choses, etc. On n'a pas encore les employés. C'est magnifique de lancer un projet. C'est la partie liberté, c'est au lancement justement. Après, si vous faites ça juste pour la liberté, vous allez vous rendre compte que c'est une erreur. Mais au début, on est plutôt libre. On peut s'arranger comme on veut, travailler du coup à mi-temps, à tiers-temps, à juste 1 heure le soir. Ce qui est important, c'est comme l'a dit Théo, c'est d'exécuter, de commencer le plus tôt possible, de commencer et de faire un petit peu tous les jours, toujours en avançant, pas à pas. Et c'est ça, c'est comme ça. Il faut se concentrer sur deux choses produit, marketing. N'allez pas chercher des solutions compliquées. Il vous faut des personnes dont vous comprenez le besoin, vous êtes passionné par le besoin, vous avez des compétences pour le résoudre. Vous démarrez là-dessus et systématiquement, Sam Altman, le CEO de OpenAI, qui en avait parlé lors d'une keynote super intéressante, euh, c'est à chaque fois qu'on a vu des startups réussir, elles ont d'abord capté une grosse portion d'un petit marché. Et ce marché était émergent et en grandissant. En grandissant, le marché a embarqué la startup qui était bien placée à ce moment-là. Donc, pas la peine de partir ultra loin. Partez sur des problèmes dans lesquels vous croyez, qui sont importants à résoudre et sur lesquels vous avez les compétences pour les résoudre, que ce soit auprès d'entreprises ou auprès de particuliers. Voilà, c'est vraiment le plus important. Euh, je crois qu'on a fait bien le tour pour le moment. On a fait un bon tour. Je pense que si des gens sont toujours là et qui n'ont pas eu peur de tout ce qu'on a dit, je pense qu'il y a des gens quand même qui sont prêts à se lancer, qui ont probablement une bonne idée pour commencer. Alors, un conseil comme ça, n'attendez pas la deuxième vidéo. Commencez ce soir potentiellement votre idée. Avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, vous pouvez déjà avoir écrire Quelques sur un idées. papier vos idées, essayer de trouver des outils qui vont vous aider. Nous, on va faire pas mal de vidéos. Elles sont peut-être déjà sorties, mais c'est la toute première qu'on lance sur un grand sujet qui est les startups, le marketing. On va en faire plein parce qu'on adore ça, on est passionné avec Théo. Et donc, probablement, vous devriez vous abonner. On se retrouve dans les prochaines vidéos de cette série pour découvrir les méthodes et les outils pour démarrer et développer votre startup un peu plus en détail. Euh, Allez, je vous laisse sur ça et à très bientôt sur de prochaines vidéos. Abonnez-vous. Abonnez-vous et à très bientôt.